Lecture de Mr. Majestic, novélisation par Elmore Leonard, de son scénario pour le film de Richard Fleischer, tourné en 1974. Premier chapitre, ce matin, ils étaient là pour les melons. Ils étaient environ 60 à attendre patiemment près des 2 camions à ridelles et du vieux car de ramassage scolaire peint en bleu. La plupart d'entre eux, y compris les quelques femmes présentes, étaient des saisonniers chicanos qui étaient arrivés dans leurs vieux tacos, maintenant garés à la file derrière les camions. Les autres étaient ceux que l'Association des ouvriers agricoles de la Valley Agricultural Workers Association, avait amenés de Phoenix et avait déposé à 5h30 dans les faubourgs d'Edna, là où la route départementale sortait du désert pour croiser la nationale. Les cultivateurs et les ouvriers agricoles l'appelaient la jonction. Il y avait au coin une station-service Enco, puis dans la vitrine de la salle d'embauche fermée jusqu'à la saison prochaine, une grande pancarte VAWA. Il y avait enfin un café avec une enseigne au néon rouge annonçant « bière, vin ». Les autres façades de magasins étaient vides, sombres carcasses de bâtiments que le vent du désert détruisait peu à peu. Les ouvriers agricoles se tenaient sur le trottoir en attendant d'être engagés, en attendant que les embaucheurs, ayant fini de boire leur café, ayant fini de parler aux contremaîtres et aux serveuses, sortent pour les désigner du doigt et leur faire signe de s'approcher des camions à ridelles et du car de ramassage scolaire peint en bleu. Les blancs, qui étaient une douzaine, étaient faciles à repérer. La plupart d'entre eux avaient l'air aussi usés que leurs vêtements sales, qui avaient dû être leurs beaux habits ou les beaux habits de quelqu'un d'autre. Certains d'entre eux formaient un petit groupe compact et buvaient du Thunderbird en se faisant passer la bouteille dans un sac en papier. 2 d'entre eux buvaient à même leur boîte de bière. 2 adolescents blancs à cheveux longs se tenaient à l'écart, déhanchés, les bras croisés sur le t-shirt blanc qui leur moulait le torse sans paraître souffrir de la fraîcheur du petit matin. Ils regardaient autour d'eux d'un air insouciant ou observaient le ciel pâle en plissant les yeux. Avec leurs chapeaux de paille ou leurs casquettes de baseball, leurs chemises à carreaux, leurs Levi's ou leurs treillis, avec leur déjeuner dans un sac en papier, les chicanos, eux, souffraient du froid. Ils regardèrent le ciel, sachant que la saison touchait à sa fin, et que la plupart d'entre eux se rendraient bientôt en Californie, dans la vallée impériale ou celle de San Joaquim. De temps à autre, il y en avait qui, pour faire quelque chose, mettaient les mains de chaque côté de leur visage pour le protéger de la lumière, et regardaient, par la vitrine de la salle d'embauche, les rangées de chaises pliantes, les vieilles affiches faites par la VAWA, à l'occasion de grèves et des pages de journaux jaunis, où certaines colonnes étaient marquées en rouge. Ils contemplaient la photographie d'Emilio Zapata sur le mur derrière le comptoir, la statue de la Vierge Marie sur son socle, et ils essayaient de déchiffrer les annonces manuscrites qui disaient « Todo el mundo está invitado que venga a la rezada ». Larry Mendoza sortit du café en portant, dans chaque main, une tasse en carton, l'une pleine de café noir, l'autre de café crème sucrée, et se dirigea vers le bord du trottoir, au-delà de l'avant du car de ramassage scolaire, peint en bleu. Certains ouvriers agricoles regardèrent fixement ce chicano maigre, aux épaules osseuses, qui avait l'air endurci et qui portait un Levi's propre, des bottes solides à talons hauts et un chapeau texan, en paille, dont le bord, rabattu en avant, lui couvrait presque les yeux. L'un d'eux, qui était aussi un chicano, lui dit « Hé, Larry, dis à Julio que tu me veux. Dis-lui de mettre mon nom tout en haut de la liste. » Larry Mendoza le regarda, hocha la tête mais ne dit rien. Un autre demanda « Combien tu paies, Larry ? $1,40 ?» Mendoza hocha à nouveau la tête et répondit « Pareil que les autres. » Il sentait qu'il le regardait parce qu'il était contremaître chez Majestic et pouvait donner du boulot à certains d'entre eux. Il savait ce qu'ils ressentaient, espérant chaque jour que leur nom allait figurer sur une liste d'embauche. Il s'était lui-même tenu ici, en attendant qu'un embaucheur le désigne du doigt. Il avait commencé à travailler dans les champs à 40 cents de l'heure. Il avait travaillé pour 75 cents. Maintenant, il gagnait $80 par semaine, pendant toute l'année. Il pouvait conduire le pick-up quand il le voulait, et sa famille vivait dans une maison avec les cabinets à l'intérieur. Il aurait aimé pouvoir les engager tous, assurer dès maintenant à chaque homme qu'il travaillerait aujourd'hui.
Mais il ne pouvait pas faire ça. Alors il fit comme s'il ne les voyait pas et regarda le trottoir en direction de la station Anco, où le pompiste mettait de l'essence dans le réservoir du pick-up jaune à 4 roues motrices, qui était pointé vers là où il se tenait. Larry Mendoza attendit, immobile, tournant le dos aux cars bleus et aux ouvriers agricoles, puis il se mit à boire le café crème sucrée, à petites gorgées. Le pompiste de la station Inco, dont le nom Gilles était cousu sur la poche de sa chemise, regardait les chiffres tourner derrière la vitre du panneau d'affichage de la pompe et relâcha progressivement la gâchette du pistolet dont le bec était introduit dans la trappe d'accès du réservoir, ralentissant la rotation des chiffres pour les mettre en ligne et lire 3 $ net, avant de retirer le bec de la trappe. Quand il leva les yeux vers la station, il vit le gars à qui appartenait le pick-up sortir des toilettes messieurs et se diriger vers lui sur le trottoir. Un homme brun, au visage grave qui aurait pu passer pour un chicano s'il avait eu un autre nom. Vance Majestic. Il avait l'air d'un dur, mais il avait toujours été tranquille les quelques fois où il était venu. Vincent Majestic de Majestic Brands Melon, comme on pouvait le lire sur les portes du pick-up, ce qui donnait l'impression qu'il était un gros cultivateur. À la rigueur, un contremaître, avec son pantalon kaki et sa chemise bleue. D'après ceux qu'avait entendu dire le pompiste, ce type se démenait pour se tirer d'affaire et ne tiendrait sans doute pas le coup bien longtemps. Il arrive, il achète pour 3 $ d'essence, vachement impressionnant. Il demanda « C'est tout, ce que vous voulez ?» Le gars, Majestic, tourna la tête vers lui en passant devant le capot du pick-up. « Si vous n'êtes pas trop occupé, vous pouvez enlever les bestioles collées sur le pare-brise. » dit-il en continuant de marcher vers le car de ramassage scolaire et les groupes d'ouvriers agricoles. Le pompiste se dit « Merde, faut se lever à 5 heures du matin pour vendre 3 $ d'essence. Faut poireauter toute la journée à regarder passer les touristes en attendant 4h30 et vendre pour 1 $ à chaque saisonnier. Merde. » Larry Mendoza tendit à Majestic la tasse de café noir et tous deux regardèrent Julio Tamaz, un embaucheur, examiner les groupes d'ouvriers agricoles qui attendaient, appeler des noms et faire signe au gars qu'il avait appelé de monter dans le car de ramassage scolaire. On voyait déjà, par la rangée de fenêtres du car, la tête de plusieurs hommes assis à l'intérieur. « On est presque prêt à partir, » dit Mendoza. « Ils sont bien ?» demanda Majestic en buvant une gorgée de café. « C'est les meilleurs qu'il a, Bob Santos !» cria l'embaucheur. « Et Ambrosia Verrara. Ils sont bons, dit Mendoza. Luis Ortega. » Un homme âgé et frêle sourit et s'avança rapidement vers le car. « Hé, minute, dit Mendoza. Je le connais pas. Il a déjà cueilli. » Julio Tamaz, l'embaucheur, se tourna vers eux, l'air surpris. « Luis, toute sa vie. Tu parles. Il a même été conçu dans un champ de melons. » L'expression de Julio s'éclaircit, se détendit en un sourire lorsqu'il regarda Majestic. « Hé, Vincent, ravi de te voir. » Mendoza dit « Ça fait 30. Il vous en faut plus que ça ?» Majestic terminait son café. Il baissa la tasse et répondit « Si Julio en a qui veulent travailler gratis. »« Dis, Vincent, tu as même plus d'élastique. Tu me fais crédit ?» demanda Majestic. Julio eut l'air attristé. « Oh, Vincent, je te l'ai déjà dit. Avec quoi tu veux que je les paye ?»« D'accord, d'accord. Je me demandais simplement si tu avais changé d'avis. » Il sortit de sa poche une liasse de billets qu'il tendit à l'embaucheur. 1,40 $ de l'heure, 10 heures de travail pour une équipe de 30 hommes, ça fait 420 $. Et ne blouse personne. Julio eut l'air offensé. « Je prends mon pourcentage, dit-il. J'ai pas besoin de les estamper. Larry ira avec toi, dit Majestic. S'il aperçoit qu'il y en a qui n'ont jamais cueilli de melons, ils reviennent avec toi et tu nous rembourses, d'accord ? Tu sais bien que je te donne jamais des tocards. Tous ces gens-là sont des experts. » Majestic s'était déjà tourné et repartait en direction de la station Enco. Le pompiste, dont le nom, Gilles, était écrit sur sa chemise, se tenait à côté du pick-up. « Ça fait 3 $. » Cette fois, Majestic porta la main à sa poche arrière pour prendre son portefeuille. Il en sortit un billet de 5 $ et le donna au pompiste. Celui-ci regarda le billet, puis Majestic, et sans dire un mot, il fit demi-tour et se dirigea tranquillement vers le bureau. Majestic le regarda un moment, sachant que le gars allait le faire attendre. Il le suivit, entra derrière lui dans le bureau, mais dut quand même attendre pendant que le gars farfouillait dans le tiroir-caisse, déplaçait inutilement des billets et enfin ouvrait un rouleau de pièces.
Ne vous pressez pas, j'ai tout mon temps, dit Majestic. Quand la sonnette retentit, il se tourna et vit une voiture s'arrêter au poste à essence. Une vieille conduite intérieure Ford, qui était d'un bleu-violet fané, attaquée par la rouille et qui avait besoin d'un silencieux. Il regarda ses passagers en descendre, se déplacer lentement, s'étirer en regardant autour d'eux. Ils semblaient être trop nombreux pour que la voiture puisse les contenir tous. Le pompiste disait « J'ai pas de billet d'1 $, il faudra que je vous donne de la petite monnaie. » Ils étaient 5. 4 hommes en vêtements de travail et une jeune femme, des saisonniers qui regardaient autour d'eux, en s'efforçant de paraître à l'aise. La jeune femme retira le foulard qu'elle avait sur la tête, puis, levant son visage vers la lumière du soleil, elle ferma les yeux et agita ses cheveux de droite à gauche dans le vent léger, qui venait de l'autre côté de la grande route en déplaçant la poussière de sable. C'était une belle fille, bien roulée, en pantalon et t-shirt, qui avait une 20aine d'années, peut-être moins. Une très belle fille. Maintenant, elle n'avait pas l'air embarrassée. On aurait dit qu'elle était seule avec ce qu'elle voyait sous ses paupières fermées. 2 de ses compagnons s'approchèrent du distributeur de soda en fouillant dans leurs poches pour trouver des pièces. Derrière la fille, le car de ramassage scolaire, peint en bleu, passa la station Enco, puis le croisement et roula vers l'est sur la départementale. « Tenez » dit le pompiste. Majestic tendit la main et le pompiste lâcha 8 pièces de 25 cents 4 à la fois dans sa paume en disant « 3, en voilà 4, en voilà 5. Revenez nous voir bientôt. » Majestic ne dit rien. Il adressa un petit sourire au pompiste. Il avait assez de sujets de préoccupation pour ne pas, en plus, se laisser agacer par ce type. Quand il se tourna vers la porte, il fut obligé de s'arrêter. La fille entrait, foulard en main, et leurs regards se croisèrent un instant, avant qu'elle regarde le pompiste derrière. « Vous avez la clé des toilettes, dame ?» lui demanda-t-elle. Le regard du pompiste alla de la fille aux 4 hommes qui étaient dehors et revint vers la fille. « Non, elles sont cassées, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous n'avez qu'à aller quelque part sur la route. Elles sont peut-être réparées maintenant, » dit la fille. « Vous êtes allé voir ? Il y a des fois où elles se réparent toutes seules. » Le pompiste secouait la tête. « Je vous dis qu'elles sont cassées. Croyez-moi sur parole et trouvez un autre endroit, d'accord ? » « Et les autres ?» dit la fille. « Les toilettes, messieurs. » « Elles sont cassées aussi. Toutes les 2 cassées ? Vous voyez, on y va séparément, poursuivit la fille. Quand les hommes sortent, moi je rentre. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'appeler les flics pour leur dire qu'on fait ça là-dedans. » « Je peux appeler les flics immédiatement, » fit le pompiste d'une voix plus forte et irritée. « Je vous dis que les 2 toilettes sont cassées. Il vous faut aller ailleurs. »« Où est-ce que vous allez, vous ?» demanda la fille. Elle attendit un moment, sans regarder derrière elle, mais consciente du fait que les 4 hommes étaient maintenant proches de la porte et pouvaient l'entendre. « Je vous préviens, » dit le pompiste, « peut-être que vous n'y allez jamais, hein ? C'est pour ça que vous êtes un emmerdeur. » Les saisonniers sourirent, certains rirent carrément, et il y eut des mots en espagnol, tandis que la fille continuait de regarder calmement le pompiste et que son visage était presque sans expression. Le pompiste se tourna vers le comptoir, et quand à nouveau il leur fit face, il tenait une clé à écrou et sa mâchoire était crispée. Majestic posa la main sur le bras du pompiste. « Quand les toilettes se sont-elles cassées ?» demanda-t-il, après qu'on les eût utilisées. « Écoutez, moi je dois faire ce qu'on me dit » fit le pompiste en retirant son bras. Puis il parla plus doucement, mais la tension était toujours présente dans sa voix. « Comme tout le monde. Le patron dit « Laisse pas les saisonniers entrer dans les toilettes. » Il dit « Je me fous qu'ils sautent d'un pied sur l'autre comme s'ils avaient la danse de Saint-Guy. Ils vont là-dedans, ils salissent tout, ils pissent partout. Ils prennent un bain dans le lavabo, ils utilisent toutes les serviettes, ils piquent le papier hygiénique. C'est comme si un troupeau de porcs était passé par là. Tout est dégueulasse. » Et je dois tout nettoyer derrière eux. « Laissez-le y aller, » dit Majestic. « Je vous dis ce qu'a dit le patron. Moi, j'y peux rien. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils n'ont qu'à aller dans les buissons, je sais pas, moi. Dites, vous avez une idée du nombre de saisonniers qui s'arrêtent ici? Je sais ce qu'ils peuvent faire, dit Majestic. Il tourna le dos au pompiste et regarda la belle fille Chicano, remarquant qu'elle portait des petites boucles d'oreilles en perles. « Il dit que vous entriez tous. Je veux qu'il fiche le camp.
Il dit qu'il est navré que les toilettes soient cassées. Elles sont toujours cassées, dit la fille. Partout, il ferme les toilettes cassées à clé pour que personne puisse les voler. Majestic la regardait encore. « Vous êtes venu ici pour travailler ?» lui demanda-t-il. « Pour les melons ou autre chose dont c'est la saison. Le mois dernier, nous étions à Yuma. Vous vous y connaissez en melons? Melons, oignons, laitue, tout ce que vous pouvez avoir. Vous voulez travailler aujourd'hui ?» La fille sembla y réfléchir, puis elle haussa les épaules. « Autant travailler, hein ?»« Après que vous serez allé aux toilettes, » lui dit Majestic. Le regard de Majestic, accompagné d'une ébauche de sourire, s'attarda un moment sur la fille. « C'est ça, commençons par le plus pressé, dit-elle. « Vous savez, intervint le pompiste, moi je dis pas qu'ils peuvent pas les utiliser. Vous croyez que je suis le patron ici? C'est ici que je travaille. Il dit qu'il travaille ici, dit Majestic. La fille hocha la tête. On le croit. Et il dit que comme les toilettes sont cassées, vous pouvez utiliser un autre endroit. Le regard de Majestic quitta la fille et se promena sur les étagères pleines de boîtes d'huile de graissage, sur la caisse enregistreuse et les distributeurs de confiserie, derrière le pompiste, sur l'ensemble du bureau. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda le pompiste qui le regardait en fronçant les sourcils. « Écoutez, non, ils peuvent pas utiliser un autre endroit, il faut qu'ils s'en aillent. » Le regard de Majestic s'arrêta, resta un instant fixé là où il était, avant de revenir se poser sur le pompiste. Il dit que vous pouvez utiliser la corbeille à papier si vous voulez. Il fit signe aux saisonniers. « Venez, vous tous, entrez. » Comme deux des saisonniers entraient en hésitant et s'arrêtaient derrière la fille, amusés et souriants, tandis que les deux autres s'approchaient de la porte, le pompiste s'écria. « Mais vous êtes fous, bon sang! Je vais appeler la police, voilà ce que je vais faire. » « Essayez donc de garder votre sang-froid, » lui dit calmement Majestic. « Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous n'avez pas à payer les carreaux cassés ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Bien que le téléphone fût devant lui sur le bureau, le pompiste de la station Enco, qui avait le nom, Jill, écrit sur la poche de sa chemise et qui n'était jamais allé plus loin d'ici que Phoenix, hésita. Il n'osait pas tendre la main vers le téléphone ou même le regarder. S'il le faisait, qu'est-ce que ça donnerait? Bon sang, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne connaissait pas ce Vincent Majestic, un type froid, flegmatique dont il ne savait rien, sauf qu'il cultivait des melons. Avant ça, il ne l'avait pratiquement jamais vu. « Qu'est-ce que vous préférez ?» demanda Majestic au pompiste. En l'observant, les saisonniers avaient l'air de se divertir. Ils commençaient à échanger des regards entre eux, sûrs de cet homme, sans savoir pourquoi, mais sûrs quand même. Ils s'amusaient et des sourires tachés et dorés adoucissaient leurs visages sombres, mettaient de la vie dans leurs yeux, et leurs expressions en faisaient des individus à part entière, doués de pensées et de sentiments, des personnes maintenant distinctes qui se riaient du pompiste de cette station, de son patron, de sa corbeille à papier et de ses toilettes qu'il pouvait garder fermées à clé et même se foutre au cul si ça lui faisait plaisir. Oh là là, c'était chouette, c'était un truc qu'il pourrait raconter aux copains. « Laissez-les utiliser les toilettes, » dit Majestic au pompiste. « Vous voulez bien ?» Le pompiste tint encore un moment, faisant semblant de réfléchir pour qu'il sache qu'on ne le forçait pas, qu'il prenait ses décisions lui-même. Puis il eut un haussement d'épaules indifférent et inclina la tête vers les deux clés auxquelles étaient attachées de petites plaques de bois et qui étaient accrochées au mur, près de la porte. « Les clés sont là, » dit le pompiste, « mais n'y mettez pas la journée.